BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Notre invité, c'est lui qui a reçu les ministres cet après-midi à l'Assemblée nationale, qui les a auditionnés, ministre de l'économie et des finances, ministre du budget, pour savoir un peu dans quel état se trouve la France. Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que c'était une course pour arriver là. Merci beaucoup. Vous êtes donc président LFI de la Commission des finances. Et donc pendant 3 heures, un petit peu moins, vous avez auditionné les ministres. Moi, j'ai envie de dire, j'ai écouté, j'ai regardé, entente plutôt cordiale, non ? N'exagérez pas, vous allez me faire avoir des ennuis. Non, il n'y a pas d'entente cordiale. Il y a simplement que moi, j'estime que dans ma commission, à partir du moment où des deux côtés, c'est une volonté, on doit avoir un rapport républicain et surtout qui dans la forme, fait surtout avantage le débat, avantage des arguments. Oui. Voilà, donc, mais par contre, sur le fond, on a appris quand même, reconnaissez que vous avez quand même pas mal d'informations, même si vous n'avez pas eu toutes les informations, évidemment, que vous estimez nécessaires, mais il y a eu des précisions et des confirmations. D'abord, ça n'allait pas forcément dans le bon sens, évidemment. Le budget 2025, et ça y est, c'est sûr, il sera présenté le 9 octobre ou d'ici la semaine du 9 octobre. Le 9 octobre, il sera déposé. Oui, le 9 octobre. Ça vous laisse suffisamment de temps ensuite pour discuter ? Tout dépend de la suite du calendrier. Donc moi, j'ai déjà pointé aujourd'hui le fait que nous voulions avoir les 6 semaines de débat que théoriquement on a, ce qui nécessite de reporter la transmission au Sénat. Voilà, c'est la demande que j'ai faite. Et qui a été plutôt acceptée, d'après ce qu'a dit Laurent Saint-Martin, en disant vous aurez vos 6 semaines. Il a dit Georgis, je comprends le problème. Oui. Voilà. Okay. Moi, je pense qu'on les aura. Oui. Ensuite, l'autre... et puis, ce qu'on sait, c'est que la trajectoire financière de la France, c'est important, parce que là, on est dans les chiffres, on est sur 2024, 2025, mais il faut avoir un peu une trajectoire financière. Elle sera présentée le 31 octobre à Bruxelles. Absolument. C'était la date, vous savez, normalement c'était le 20 septembre. Oui. Bon, ils ont obtenu un délai au 31 octobre. C'est les bonnes relations de Michel Barnier à Bruxelles qui fait que la France a obtenu ce délai ? Non, je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que c'était de toute façon déjà dans les tiroirs que la France ne pouvait pas le présenter le 20 et que moi j'ai toujours pensé de toute façon... L'Europe n'a pas les moyens d'étrangler la France, ça c'est pas vrai, donc il fallait attendre. Après, de toute façon, les chiffres, je pense qu'on les aura avant, puisqu'on les aura, ça fera notamment partie de ce qu'on aura dans la loi de finances, notamment les déficits, au moins pour 2025. Alors justement, il y a un chiffre important quand même qui a été donné par le ministre du Budget et des Comptes Publics, c'est ça y est, le déficit, il sera supérieur à 6%, non. Il a mis un petit conditionnel, mais pour vous, et en plus, un conditionnel, j'ai envie de dire qu'il devenait de plus en plus faible au fur et à mesure que se déroulait l'audition, non ? Ça sera supérieur à 6%, à votre avis ? Alors, pour être clair, voilà. C'est pas une information, parce qu'en fait, quand Bruno Le Maire est venu en commission il y a une semaine, en tant que ministre démissionnaire, il a déjà confirmé une note du Trésor qui indiquait 6,2% de déficit si rien n'est fait. C'est-à-dire si on reste à une valeur zéro de budget, on va dire. Bon, raison pour lesquelles, moi, je crains qu'on ait, dans le budget finalement réalisé, qui arrivera la semaine prochaine, beaucoup plus de suppression de dépenses publiques, puisque c'est une fois de plus là-dessus que Laurent Saint-Martin, tout à l'heure, a orienté son discours. Il y aura surtout des baisses de dépenses publiques et de manière homéopathique des augmentations d'impôts. On va revenir là-dessus, comme vous pouvez l'imaginer, Éric Coquerel. Une question, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? On dit beaucoup que c'est la faute aux collectivités, dérapage des dépenses d'investissement des collectivités locales. Comment est-ce que vous analysez en fonction de ce qu'on vous a donné comme information et des informations que vous détenez ? Moi, je pense que c'est le système qui est en faillite. Voilà, contrairement à ce qui a été affirmé, je pense que c'est la politique de l'offre de compétitivité. Oui, parce que là, il y a eu un échange très fort là-dessus. Voilà, il y a 62 milliards de recettes en moins chaque année pour l'État depuis que M. Macron est au pouvoir. Et notamment, malheureusement, ça sert surtout aux plus riches de nos concitoyens. Bon, il n'y a pas de mystère. Quand vous faites 62 milliards de recettes en moins, vous augmentez les déficits. Et c'est la principale raison, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, du déficit en France. C'est, on va dire, hors dépenses Covid, qui est une dépense extrême. Oui, mais sinon, hors intérêt de la dette, quand même, qui est quand même assez colossal. Non, la principale raison, c'est la baisse des recettes. Mais non, mais pourquoi vous regardez, vous connaissez les chiffres mieux que nous, Éric Coquerel, vous regardez le rendement de la flat tax, en fait, ça a augmenté. L'IS, vous prenez l'IS qui a baissé, et bien en fait, il rapporte plus qu'avant. Non. Alors déjà, cette année, l'IS baisse, le rendement.
Ouais. Voilà. Il avait augmenté. Le rendement de l'IS avait augmenté après les années Covid parce qu'il y a eu un rebond économique et que dans ces cas-là, inévitablement, l'économie tourne. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on est monté quand même. Oui. Bon, et donc l'IS a augmenté. Mais là, je peux vous annoncer que, par exemple, une des raisons de la déficit supérieur cette année, ils le disent, c'est le fait qu'il y a moins de recettes qu'attendu, et notamment au niveau de l'IS. Donc il n'est pas vrai de dire que l'IS, on baisserait les seuils, mais l'IS augmenterait toujours. Non, cette année montre l'inverse. Et sur la flat tax, évidemment que il y a un grand rendement puisque c'est fait pour. Oui. Il faut bien comprendre que ceux qui nous écoutent, il faut bien comprendre que c'est la flat tax. Oui. La flat tax, c'est un bouclier du capital. On propose pas plus de 30% d'imposition. Absolument. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes, par exemple, cadre dirigeant ou vous êtes chef d'entreprise. Eh bien, vous allez vous payer davantage sur ce qui est moins imposé, c'est-à-dire les dividendes. Donc, du coup, la flat tax, comme il y a plus de dividendes en valeur, la flat tax augmente, mais vous allez le faire au détriment d'autres façons de vous payer traditionnellement et qui passent notamment via les fourches codines de l'impôt sur les revenus. Donc, ce qu'on va perdre d'un côté, on va le gagner de l'autre, mais globalement, ça veut dire qu'en réalité, ceux qui mettent leur argent du côté des dividendes sont moins imposés qu'ils ne l'étaient avant, et donc c'est une perte d'argent pour l'État. Donc pour vous, c'est vraiment la seule raison, c'est pas le dérapage des collectivités locales, la baisse incroyable comme les droits de mutation. Reconnaissez que c'est quand même ça qui explique en grande partie le dérapage en 2024. La note du Trésor. Oui. Bercy nous parlait de 16 milliards pour les collectivités. La note du Trésor dont je vous ai parlé, qui est précise, de mi-juillet, elle indique 3 milliards pour cette année et 4 milliards pour l'an prochain. Donc on n'est pas à 16 milliards. D'où est le différentiel ? Il faut le demander à Bercy, d'où est le différentiel. C'est ce qu'elle indique, elle, en tant que note du Trésor. Il suffit de se renseigner, elle est documentée. Donc, les collectivités, tout ça est un peu... D'abord, il n'y a pas de déficit des collectivités. Je vous rappelle que les collectivités n'ont pas le droit d'être dans le déficit. Ça veut dire que si, en termes de fonctionnement, et c'était prévisible, parce que vous l'avez dit vous-même, les droits de mutation ont baissé pour les départements, l'inflation ayant baissé, il y a moins de rentrées fiscales, et la DGF, vous savez, la dotation globale, n'était pas indexée sur l'inflation. Les collectivités l'an dernier ont prévenu l'État qu'elles ne pourraient pas assurer à valeur égale tout le fonctionnement. Donc elles ont pris sur leur épargne. C'est ce qui s'est passé. Voilà, la dépense d'investissement aussi, c'est surtout là-dessus qu'en fait il y a des dérapages. Oui, mais les dépenses d'investissement, il faut savoir ce qu'on veut. L'État n'arrête pas de dire que les collectivités doivent investir. Compte sur les collectivités, vous savez que c'est les collectivités qui investissent quasiment le plus maintenant. Donc on ne peut pas avoir un discours, l'investissement est une bonne chose. Dans les territoires, donc, bien sûr. on ne peut pas dire que c'est les collectivités locales qui seraient aujourd'hui responsables du déficit supérieur. Principalement, c'est parce que l'État perd de l'argent à force de baisser les recettes. Mais Éric Coquerel, lorsque vous regardez, parce que vous m'avez balayé lorsque je vous expliquais qu'une des raisons, c'était la charge de la dette, l'augmentation de la charge de la dette. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. 48 milliards en 2023, 54 milliards en 2024 et 64 milliards prévus en 2025. C'est colossal. Si vous retirez ça, si vous retirez la charge de la dette, il n'y a plus de problème. Ça, s'il n'y a plus de dette, si on n'emprunte plus, évidemment. Enfin bon, est-ce qu'on a besoin ou pas d'emprunter? Toute la question est là. Bien sûr qu'on a besoin d'emprunter. Toute la difficulté aujourd'hui, c'est que pourquoi on emprunte? Moi, je suis d'accord pour emprunter pour favoriser la transition écologique, les investissements pour la santé, l'éducation. Pour payer les cadeaux fiscaux des plus riches, je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc la question, elle est posée là-dessus. Deuxièmement, sur la charge de la dette, j'attire votre attention sur que les comparaisons, les seules valides, c'est par rapport au PIB. Voilà. Et non pas en valeur brute. On est aujourd'hui à 1,9% du PIB. Au maximum, en 2027, on va atteindre 2,6%. C'est quand même moins impressionnant que quand vous citez des chiffres bruts. Alors, je dis pas qu'il faut favoriser... justement, c'est pour ça que les chiffres bruts, moi, ça m'interpelle. Quand on demande le budget de l'éducation nationale, on vous donne le chiffre brut. Mais je serais vous, je regarderais le pourcentage du PIB. Là, on voit qu'il augmente un peu, bon, certes, mais c'est pas non plus effrayant, ne serait-ce parce que la dernière livraison qu'on a fait d'emprunt, il y avait 2 fois plus de propositions, 2 fois plus de personnes qui ont voulu prêter à la France que d'emprunts levés, et que les taux étaient encore inférieur à l'inflation. Donc, on n'est pas dans une situation dramatique. Je ne dis pas qu'il faut emprunter pour vous, la situation n'est pas grave. Non, on n'est pas en faillite. Ce n'est pas vrai. Non, mais attendez, là c'est une question de curseur, parce que chacun met son curseur. Encore une fois, toute la question... Michel Barnier l'a dit, Laurent Saint-Martin l'a redit là. Oui, mais ça, ils le disent parce qu'à chaque fois, au nom de la dette, au nom de faire peur de la dette, on cautionne, on justifie la baisse de la protection sociale et des dépenses publiques. C'est une politique, et puis du coup, on privatise, parce que s'il y a moins de dépenses publiques pour la protection sociale, les gens, ils ont tendance à aller chercher ailleurs, ce qui leur permet d'avoir la protection sociale. Donc ça, c'est un discours idéologique.
la dette n'est pas un problème en soi. Le problème, aujourd'hui, dans un pays comme la France, on est Vous des avez vu 15 qu'il y a quand valeurs même la refuges. signature, là, elle commence, les marchés commencent à tiquer un peu. j'ai Si, pas un vu petit d'indice peu, notamment par rapport à l'Allemagne. Si, par rapport à l'Allemagne, notamment. Non. Il y a une tension. Non, j'ai pas vu ça. Et d'ailleurs, dites-vous bien une chose, c'est que les marchés, comme vous dites, la position de l'Allemagne leur pose problème parce que du coup, ils ne peuvent plus prêter à l'Allemagne. Et les prêts qui sont faits aux des valeurs aussi sûres que la France, c'est des valeurs qui sont recherchées. Autrement dit, les marchés sont plutôt contents d'avoir à prêter parce qu'ils savent. Vous avez raison dans l'absolu, Éric Coquerel. C'est des valeurs sûres. En ce moment, si vous regardez, si vous écoutez BFM Business, vous saurez qu'il y a quand même l'inquiétude quand même sur la signature de la France. Elle commence un peu à se dégrader, cette Si elle l'était, les gens qui sont venus nous prêter ne seraient pas précipités. Après, il y a d'autres problèmes. Il y a le problème de à qui appartient la dette. Ça, vous avez raison que c'est un problème souligné. La dette est de plus en plus détenue à l'étranger. Ça, c'est un souci. Et c'est pour ça que moi, par exemple, je vais vous dire une chose, je suis d'accord avec M. Draghi quand il propose que, par exemple, pour la transition écologique, pour les investissements massifs qu'il faudrait faire, eh bien, il faudrait faire comme pour le Covid. Le Covid, la BCE a prêté directement aux États. Elle n'est pas passée par les marchés. Je pense que c'est une excellente solution. C'est ce que je propose depuis longtemps. Vous êtes quelqu'un, et c'est pour ça que vous venez souvent ici, avec qui on peut très bien discuter. Est-ce qu'il n'y a pas quand même... Est-ce qu'on n'est pas un peu drogué à la finance publique en France, aux dépenses publiques? Mais y compris à droite comme à gauche, je veux dire, tout le monde. Non, il faut voir à quoi ça sert. On a en France un système de protection sociale qui date de la Libération, qui est important. Mais vous savez, moi, ce que je crois pour les comparaisons, il faudrait, pour comparer, regarder la dette publique et la dette privée. D'accord, les deux. Je donne un exemple, pas la France, par exemple, ça va être assez simple. Vous prenez la Hollande, prenez l'Italie. La Hollande a une dette publique bien moindre que celle de l'Italie. Mais elle a une dette privée beaucoup plus importante. Pourquoi ? Parce que les gens qui ne bénéficient pas d'un système assurantiel public, ils prennent dans le privé. Et donc, c'est une dette privée. Autrement dit, il faut regarder les deux. Et là, vous auriez la vraie situation économique d'une population. Et moi, je préfère un système assurantiel basé sur la solidarité qui est public. Ça coûte plus cher, mais à bien y regarder, ça coûte moins cher que d'aller le chercher en privé. Mais en même temps, vous voyez que le taux de fiscalité, on est un des plus élevés d'Europe, un des plus élevés de l'OCDE. Oui, on est 4e au niveau de l'IS en Europe. Oui, non, mais l'ensemble de la fiscalité des prélèvements obligatoires, on est bon dernier. Donc, d'accord, mais on est bon dernier, mais là, il faut savoir ce qu'on veut, parce que l'an dernier... Donc pour vous, il n'y a rien à modifier, c'est ça que j'essaie de comprendre. Je pense qu'il faut modifier tous les entailles qui ont été faits, les encoches qui ont été faites mais sur le fonctionnement de l'État, à cette politique, l'État obèse, tout ça, vous entendez pas. Non, mais l'État, ça protège. L'État, c'est pas juste quelque chose qui dépense. Comment ? Mais bien sûr. Mais peut-être que l'État aussi, il peut aussi se restructurer. Il n'arrête pas de se restructurer. L'efficacité. Il faut remarquer qu'on n'arrête pas. On a supprimé un départ d'un fonctionnaire sur 2. Maintenant, on s'en mord les doigts parce qu'il manque des compétences et des effectifs partout. Ça dépend où ? À Bercy, ça reste très compétent. Et c'est là, sans doute, la Bercy qui a connu la cure d'amaigrissement. Oui, bien sûr. Dans les écoles, il manque du monde. Pendant un moment, on a tellement réduit la formation des enseignants. Mais il y a des administratifs. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette logique. Moi, je ne vois pas comme un problème le fait qu'à l'État, à un moment donné, notamment, assure les besoins fondamentaux. Ce n'est pas forcément le marché qui les assure. On reviendra pour parler sur la réforme des hôpitaux, mais vous voyez bien que c'est les administratifs qui ont pris quand même le dessus sur les médecins. C'est quand même vrai. Alors, attendez. Il y a un point important, c'est que justement les ministres, ils ont dit tout à l'heure, oui, il y aura plus de justice fiscale, mais d'abord, il faut qu'on fasse des économies. Avant de parler de fiscalité, on doit parler d'économie. Vous avez entendu la même chose que moi. Et vous dites quoi ? Vous leur répondez quoi ? Je réponds qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils vont exactement poursuivre cette politique qui nous a menés dans le mur, c'est-à-dire qui n'est pas capable d'assurer les investissements en matière écologique, qui n'est pas capable d'assurer un bon revenu pour les revenus du travail, et qui en plus, même sur l'objectif principal qu'il se fixe, la réduction des déficits, se plante année après année. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'à un moment donné, Laurent Saint-Martin, vous l'avez remarqué, a admis que c'était une vraie question. Quand vous baissez les dépenses publiques, vous avez un effet récessif sur l'économie. Absolument. Voilà. Et donc,
L'an prochain, par exemple, si on baisse de 30 milliards de dépenses publiques, c'est le FCE qui a calculé ça, c'est 0,5 points de croissance que ça coûte. Donc je crois que c'est une politique qui est mauvaise parce que c'est moins de cotisation, moins de rentrée fiscale. Ouais. Et donc je pense qu'il faut d'abord aller chercher ce qui nous coûte aujourd'hui trop cher. Encore une fois, c'est tous les cadeaux fiscaux qu'on a fait, principalement. Après, il y a aussi les dépenses fiscales qu'il faut interroger, les niches qui sont faites. Et à mon avis, il y a beaucoup plus de grain à moudre que dans la baisse des dépenses publiques de ce côté-là. Alors, deux choses. On va rester d'abord sur les dépenses publiques, les économies. Pour 2024, c'est combien d'économies in fine? Alors, donc ça, c'est les informations qu'on a eues. Alors, voilà, aujourd'hui, bien comprendre, au début de l'année, 10 milliards d'annulation de crédit. Ouais. Gel de crédit annoncé par Bruno Le Maire, 16 milliards. Ce que vient de dire aujourd'hui Laurent Saint-Martin, on a l'impression qu'il s'inscrit plutôt dans la logique de ce que proposait Bruno Le Maire, c'est-à-dire que ces gels de crédit soient quasi majoritairement annulés. Ça ferait une baisse potentielle de 26 milliards de crédits gelés, ce qui serait énorme. Ça voudrait dire que par rapport au budget qui a été voté l'an dernier, c'est une baisse très importante et qui se transforme en services rendus en moins par l'État, inévitablement, parce que c'est pas juste de l'administratif ou autre, comme vous dites, c'est des budgets nécessaires. C'est ça que pour les hôpitaux, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Éric Coquerel. Ok, je ne vais pas vous caricaturer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, on atteint des telles sommes que ça veut dire des choses très concrètes pour la vie quotidienne des Français. Ouais. Donc ça, c'est pour 2024. Pour 2025, aujourd'hui, on a des lettres de plafond qui ont été envoyées, donc confirmation de Laurent Saint-Martin, moi ça fait longtemps que je le dis, ces lettres de plafond vont être conservées, c'est donc bien ce qui a été envoyé cet été qui va servir de base, support. Enfin, de support. Voilà. Donc on sait déjà, puisqu'il y a des lettres de plafond, on sait déjà qu'on aura 10 à 15 milliards en moins de dépenses publiques en moins, d'accord ? Avec des choses très concrètes. Je vous donne un seul exemple. Pour être clair. Donc c'est 10 à 15 en plus des 26 qui vont être prolongés, justement. Oui, c'est ça. 10 à 15 l'an prochain. Un exemple concret. Vous avez 1,5 milliard de moins pour le fonds vert. 60% en dessous. Le fonds vert, il faut comprendre que c'est totalement réalisé cette année. Vous savez, des fois, vous avez des dépenses... Les fonds verts, c'est ce qui permet, c'est que quand vous investissez, par exemple, c'est ce que mettent en face les collectivités locales. Voilà. Donc, ça veut dire que l'investissement sur lequel on compte pour les collectivités, il va être amputé d'autant parce que les fonds verts ne seront pas à destination. Ce qui, dans la question de la... Puisqu'on nous parle sans arrêt, maintenant, moi, il y a longtemps que je dis que la dette écologique est plus importante, ça commence à être dit au sommet de l'État, tant mieux. Mais alors ça, c'est complètement contradictoire. Donc, l'an prochain, c'est des sommes extrêmement importantes qui seront amputées déjà. Et en plus, la nouvelle, ce qu'on pouvait craindre, c'est que M. Laurent Saint-Martin annonce manifestement que pour aller chercher la baisse des déficits qu'il escompte pour les présenter à Bruxelles, ça sera principalement des baisses de dépenses publiques supplémentaires qui seront touchées et non pas des augmentations d'impôts, même temporaires, qui avaient été mis sur la table ces derniers jours. Ouais, d'accord. Donc, in fine, là, il y aura combien d'économies en 2025 ? Si on voulait, donc ça fait 26 trésor, plus, il faudrait 30 milliards d'économies en plus, 30 milliards, ce qui est énorme, ce qui est une cure d'austérité comme on n'a jamais vécu. Il n'a pas dit quand est-ce que la trajectoire financière, on le verra le 31 octobre, mais quand est-ce qu'il comptait revenir sous les 3%. Il y a eu des indications avant, mais tout à l'heure, je ne l'ai pas entendu. Vous avez entendu ? Ah non, mais... Bon. Je sais pas, 2029, enfin... Bruno Le Maire disait, je veux toujours que ce soit 2027... Pierre Moscovici du Haut Conseil des finances publiques dit même le gouverneur de la Banque de France dit c'est plus raisonnable 2029. Oui. On sait très bien que un mot parce qu'il nous reste n'atteindra très peu de temps. 3% en 2027. Il nous reste une toute petite minute, Éric Coquerel, justement sur la fiscalité. Qu'est-ce qui peut se passer ? Il y avait un rapport de la Cour des comptes que vous attendiez et qui vous dites le pacte du travail, on peut le revenir, il faut qu'on revienne dessus, mais comment ? Et puis où est-ce qu'on peut trouver sur l'assurance vie ? C'est là-dessus que vous pouvez trouver... Il y a plein de choses à voir sur les successions. Il y a déjà peut-être d'arrêter de manière régulière, de pouvoir faire en sorte que vous puissiez exonérer de l'impôt plus de 150 000 euros. Il y a l'assurance vie, c'est 152 000 euros qui sont exonérés, non pas pour le souscripteur, mais pour les bénéficiaires. Et puis il y a le pacte du trade, comme vous dites, qui est quand même une trappe, à niche fiscale. Or, on sait une chose, c'est qu'il faut bien comprendre que seul... aujourd'hui, vous avez très peu de Français qui payent l'impôt sur les successions. Je le dis aux gens qui ont peur qu'on leur prenne. La quasi-totalité des Français ne payent pas d'impôt sur les héritages. Oui, parce que la moyenne est de 100 000 euros. Voilà, donc ça se cumule dans les plus riches. Et aujourd'hui, on sait qu'avant, le patrimoine hérité, c'était 35% il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est 60%. C'est une espèce de noblesse d'argent qui s'est constituée. C'est insupportable et on a besoin de cet argent. C'est une des pistes.
C'est une des pistes. Vous aurez certainement l'occasion de revenir nous voir, mais on voit qu'aujourd'hui, quand même, on avance un peu dans la connaissance des chiffres et de la situation de la France. Merci beaucoup, Éric Coquerel, d'être venu ici, le président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale.